Hello everyone and Salut tout le monde et bienvenue à la formation mondiale de la jeunesse sur le climat. C'est super que vous soyez tous et toutes là pour 13 semaines de formation d'experts mondiaux de partout dans le monde. C'est une coopération entre Global Youth Coalition et Oxford Net CO, un groupe de chercheurs à l'Université d'Oxford. Je suis Alexis McGiven et je travaille depuis 6 mois sur ce projet. Je suis tellement passionné de ce projet et j'ai vraiment hâte de le partager avec vous. Alors, je vais juste introduire qui nous sommes et nos partenaires. great. So we're happy. Super. Alors, nous sommes très heureux de commencer cette formation. Il y aura des sessions de toutes les 2 semaines jusqu'au 4 octobre. C'est 13 sessions. Et puis, nous aurons une réunion le 30 octobre, juste avant la COP. Et maintenant, je vais passer la parole. C'est un très grand plaisir de vous voir après 6 mois. Nous travaillons si dur et on est finalement là. Grâce aux actions de la jeunesse globale, on est tous là. Et je vais vous donner un aperçu de comment tout ça a commencé. Et en fait, c'est la conférence de la jeunesse de 2017 qui a lancé tout. Alors, commençons avec les diapositives. Alors, lors de la conférence de la jeunesse et avant, je travaillais sur la formation dans mon pays, mais je me suis rendu compte du fait que nous utilisons toujours un système d'éducation qu'il y a depuis 50 ans. Et c'est pour cela que pendant la conférence de la jeunesse, j'ai eu l'opportunité incroyable de présenter 3 travails, le travail de l'arbre de l'espoir qui nous a apporté des idées incroyables de partout sur la planète. Et en tant qu'organisation globale pour la jeunesse, nous avons décidé d'utiliser la jeunesse comme symbole et l'apporter à la conférence de Paris sous le ciel bleu. C'est comme ça que j'ai connaître mes collègues incroyables ici, et Lou Jean en particulier. On a eu l'opportunité de parler avec Antonio Guterres. La deuxième partie de notre histoire commence avec la COP 27. Orestin et Carlos, lui, c'est l'un de nos champions de la jeunesse. Alors, ils m'ont apporté lors de la COP, ils avaient besoin d'un interlocuteur pour apporter Antonio Guterres pour l'équipe de la jeunesse. Et nous avons fini par une ovation par Antonio Guterres et la déclaration la plus critique du discours, c'est qu'on a besoin d'une plateforme pour l'action, mais nous n'avons pas eu de réponse d'Antonio Guterres ou des Nations Unies, et c'est comme ça qu'on a établi la coalition mondiale de la jeunesse. Oxford Net Zero, comme déjà évoqué, est un groupe de chercheurs interdisciplinaires de plusieurs disciplines de l'Université d'Oxford. Nous avons des physiciens, des biologues, des experts juridiques du climat, des géographes, et nous travaillons ensemble vers le même objectif, la gestion de la transition vers le zéro net. Donc, nous sommes interdisciplinaires. Les contributions de la jeunesse comptent pour nous. Nous
nous voulons pas que produire de la recherche pour des publications académiques, mais nous travaillons avec, main dans la main avec la société civile, les entreprises et les preneurs de décision. Et qui seront les preneurs de décision, les politiques du futur? C'est la jeunesse. Donc, c'est super important d'avoir, de leur offrir des formations. Donc, Oxford utilise son réseau d'experts pour vous donner l'opportunité d'aller à la COP 28 avec toutes les connaissances techniques et les connaissances générales et la confiance en soi qu'il faut. Alors, je voudrais remercier Oxford Net Zero qui nous ont donné la première tranche de fonds, en particulier Kat Ibbotson. Nous travaillons ensemble avec le Smith School qui relie les entreprises et les chercheurs. Liliana et Lucy nous ont aidés énormément avec le côté administratif de la création de ce problème. Et nous avons reçu un don important du Fonds stratégique de l'Université d'Oxford, Van Houten, qui soutient des projets qui promeuvent les intérêts des chercheurs à l'université. Nous avons l'interprétation en français, espagnol et portugais, les 3 langues les plus demandées. Nous sommes très reconnaissants. Kiko Interpreters nous offre l'interprétation en partenariat et nous voudrions remercier les interprètes aussi qui rendent cette formation aussi accessible que possible pour des personnes intéressées partout dans le monde. 10 000 demandes, 10 000 personnes ont postulé. Donc, vous devez vous voir comme des gagnants parce que vous avez accès à ce programme. Alors, profitons-en. Nous avons des gens de tous les continents, même de toutes les petites îles. Chaque point bleu représente quelqu'un qui veut avoir des connaissances pour avoir un impact plus profond. La jeunesse mondiale qui se prépare pour aller à la COP 28, pour avoir un impact plus profond, pour défendre notre avenir. C'est important. Alors, faisons-le ensemble parce que nous sommes unis. Alors, moi, je vais maintenant présenter les règles d'engagement. Alors, d'abord, nous devons tous nous respecter. Nous voulons que tout le monde traite tous les autres avec dignité, respect et courtoisie. En ne faisant pas de distinction d'identité, d'expérience ou de culture. Et nous vous demandons d'utiliser un langage respectueux. Soyez polis, n'utilisez pas de termes dérogatoires ou injurieux. Puis, soyez inclusifs. Nous voulons entendre toutes les voix, valoriser tout le monde. Respectez notre temps, nous respectons votre temps, mais nous avons investi beaucoup de temps dans ce programme, donc participez aux sessions ou écoutez les enregistrements et n'attendez pas trop longtemps pour le faire. Les questions sur Mentimeter devraient être pertinentes et vous devez apporter notre présentateur avec du respect. Alors, nous voulons faire partie de votre voyage d'apprentissage qui durera les 13 sessions. Donc, nous voulons que vous partagez ce que vous apprenez sur les réseaux sociaux. Taguez-nous avec des choses clés que vous avez appris. Alors, vous trouverez le Global Youth Coalition sur Instagram. C'est incroyable, mais c'est pas surprenant vu que c'est un groupe de jeunes incroyable. Vous pouvez aussi nous taguer sur Twitter, sur The Global Youth Coalition et aussi Oxford Net Zero. Et si vous voulez suivre nos plans sur nos pages sur le site professionnel LinkedIn, vous pouvez le faire.
nous aurons plus tard une activité où nous vous encouragerons de poster avec nos hashtags officiels GYC et Global Youth Training 2023 et Agustina va vous montrer tous les posts. Tout ça est possible parce que nous avons une équipe incroyable de partout sur la planète, de Colombie, Mexique, Chili, Australie, Espagne, Italie, Égypte, Canada, Équateur. J'ai peut-être oublié certains pays, mais désolé. Mais nous nous rassemblons pour un objectif, pour défendre notre avenir, pour comprendre nous sommes une planète et nous voulons la défendre. Nous devons nous former, nous devons comprendre les règles de la CNU pour aller à la COP pour faire une différence et ça rendra tout possible. Alors maintenant, nous voulons utiliser Menti. Nous avons dit dans l'email que nous allons utiliser Slido, mais en fait, nous allons utiliser menti.com. C'est pour avoir des retours de votre part. Alors, ouvrez vos ordi ou appareil mobile et entrez le code que vous voyez sur l'écran. Vous ne devez pas vous contacter. Vous ferez un sondage avec les différentes options et vous pouvez nous dire où vous êtes aujourd'hui. D'où est-ce que vous vous connectez? Alors, je vous demande de partager l'écran Menti. Les traducteurs nous ont dit que nous avons parlé extrêmement rapidement, mais nous sommes tellement passionnés, nous avons une telle tentation pour que cet événement soit un succès. Donc, désolé pour ça, mais on ne pouvait pas se retenir. Alors, vous verrez bientôt Menti ici. Je vous ai montré l'écran. Voilà. Donc, d'où est-ce que vous vous connectez? Je ne sais plus combien de pays nous avons. Nous devrions voir les résultats. J'espère. Peut-être on pourrait les mettre dans le chat. Non, je ne peux pas le faire pour tous les résultats. Merci. Alors, allez sur menti.com. Alors, désolé, il y a un peu de quelques problèmes avec le Menti. Alors, on va revenir à la présentation et puis on va réessayer par la suite. On essaye de faire notre mieux, mais il y a des petites choses qui nous échappent malheureusement parfois. Super. Alors, je pense que le Menti marche maintenant, mais nous allons commencer maintenant avec un formulaire de participation. Alors, dans le chat sur Zoom et YouTube, il y a un formulaire. Vous devez le remplir au cours des 10 prochaines minutes, puis le formulaire sera fermé. Alors, allez sur le chat, sur YouTube ou sur Zoom. Maintenant, le déroulement du programme aujourd'hui. Nous sommes un peu en retard, mais nous allons commencer avec une présentation par Dr. Miles Allen, puis il y aura une performance de poésie oralisée. Ce sera fantastique, puis il y aura une petite pause, puis une petite activité interactive, et puis une présentation assez brève, et puis il y aura la clôture. Alors, nos experts aujourd'hui sont le Dr. Miles Allen,
le directeur d'Oxford Net Zero et un professeur des sciences géosystémiques à l'Université d'Oxford, et Maria Lemos González, qui était une négociatrice de la finance climatique pour la Colombie, qui va nous parler de la CNUC et comment les COP fonctionnent. Mais entre-temps, nous aurons Anoué Nadier, qui est une poète oralisante de humanité.art. Great. And through the discussion that we will be having today. Et grâce à la discussion aujourd'hui, nous pourrons nous échanger, et nous allons utiliser Menti pour Dr. Miles Allen. Donc, vous pouvez poser des questions sur Menti et puis voter pour choisir les meilleures questions et nous allons poser les questions les plus votées. Alors maintenant, je donne la parole à Miles pour son intervention. Alors, le docteur Miles Allen est un professeur de sciences des géosystèmes à l'école de géographie et sciences environnementales et au département de physique de l'Université d'Oxford et directeur de l'initiative Oxford Net Zero. La BBC lui attribue le mérite d'avoir démontré pour la première fois il y a 15 ans la nécessité de réduire à zéro les émissions de dioxyde de carbone pour arrêter le réchauffement de la planète. Ces recherches portent sur la manière dont les influences humaines et naturelles sur le climat contribuent au changement climatique observé et au risque de conditions météorologiques extrêmes, ainsi que sur la quantification de leurs implications pour les prévisions climatiques à long terme. Il a été l'auteur principal, coordinateur du rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat sur les 1,5 degrés et a participé aux 3e, 4e et 5e évaluations du GIEC, y compris, il était membre de l'équipe de rédaction du rapport de synthèse en 2014. Il est maintenant directeur d'Oxford Net Zero. Il nous parleront des 1,5 degrés, pourquoi c'est important et ce qu'il faudra pour y parvenir. Maël, tu as la parole. Merci beaucoup. Alors, c'est un très grand plaisir d'être avec vous. Je félicite Alexis et l'équipe pour avoir monté ce programme passionnant. Je vais vous montrer ma présentation et dites-moi si ça marche, plus ou moins ça va. Quelqu'un peut confirmer? Je vois des pouces des gens qui sont d'accord, qui trouvent que c'est bien que le voient. Alors, j'étais l'un des coordinateurs du chapitre 1 du dernier rapport et Pauline Dubé de l'Université de Botswana était ma collègue et nous devions créer le cadre pour le rapport et expliquer la signification d'1,5 degré et de faire le bilan, de voir où on en était avec les mesures pour atteindre cet objectif et d'analyser ce qui serait nécessaire pour atteindre l'objectif de Paris, de faire des efforts pour atteindre 1,5 degré et d'atteindre une réduction bien en dessous de 2 degrés. Il y a beaucoup d'anxiété maintenant concernant le climat. Donc, je pense que c'est très important de souligner combien de progrès nous avons fait. Moi et des autres scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'il fallait des émissions nettes, de zéro net, des CO2 pour arrêter le réchauffement dans les années 2000. Et l'accord de Paris a fixé les implications seulement quelques années après dans l'article 4. Et dans l'accord de Paris, nous avons la décision de ne pas seulement cibler 2 degrés, qui était l'aspiration à Copenhague, mais aussi de limiter l'augmentation à bien en dessous de 2 degrés. Et il y avait aussi un accord pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré dans la mesure du possible. Et ils ont reconnu que qu'un équilibre
d'élimination avec des puits et de réduction des sources serait nécessaire. C'était la formulation de l'accord de Paris. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, pas tout le monde le comprenait à l'époque, mais l'accord de Paris a obligé le monde à arrêter le changement climatique en une génération. Si nous voulons limiter le réchauffement à moins de 2 degrés, nous avons seulement quelques décennies. Et pourquoi? Pre-industrial. So we are experiencing now the impacts of a warming greater than 1 degree. And what's worse, the world is warming faster than ever. It's warming at around 1/4 of a degree per decade. And those are numbers from the latest assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change, the 6th assessment report that was published only 2 years ago. Le rapport de GIEC a été publié il y a de cela 2 ans. Alors, si le monde est en train de bâtir des centrales de stations, cela sera encore fait lorsque l'accord de Paris sera mis en œuvre. La raison que nous savons, c'est que il ne s'agit pas d'un ensemble de scénarios ou un ensemble de modèles. Il s'agit de quelque chose qui est identique à ce que peut-être vous avez appris lors de votre test de conduite. S'il faut maintenir les températures à 1,5 degré, il nous faut 20 ans et à 2 degrés, il nous faut 50 ans. Je sais que les chiffres que je vous montre sur l'écran sont des projections pour les émissions futures, des émissions sur la planète, mais vous n'avez pas besoin d'un modèle pour apprécier le temps que nous avons encore pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Si vous vous rappelez de vos cours de conduite sur les voitures électriques, vous aurez certainement appris que si vous approchez un carrefour et qu'il vous reste 1 seconde pour atteindre le carrefour, vous avez certainement 2 secondes pour y arriver si vous freinez maintenant. Vous vous en souvenez, s'il nous faut 10 ans pour atteindre 1,5 degré, vous avez 20 ans pour arrêter les émissions. Vous avez 20 ans pour arrêter les émissions et vous devez commencer maintenant. En ce qui concerne les tendances présentes, nous allons atteindre 1,5 degré dans 10 ans. Alors, nous avons besoin d'arrêter les émissions dans 20 ans pour atteindre l'objectif de 1,5 degré. Nous avons besoin d'arrêter les émissions à moins de 16 ans, 60 ans, autant pour moi, si nous voulons atteindre l'objectif de 2 degrés Celsius. C'est juste pour que nous ayons une idée de ce que nous avons besoin de faire pour atteindre nos objectifs. Je parle ici de la géométrie et je parle de quelque chose que tout le monde peut comprendre une fois le test de conduite passé. Avant l'accord de Paris, l'objectif des politiques climatiques était inscrit dans l'accord, avant même que plusieurs personnes d'entre vous ne soient nées. Il s'agit, c'est de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques signée à Rio en 1992. Et cet accord a engagé les parties, tous les pays dans le monde, à la stabilisation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui pourra éviter les dangers sur les systèmes climatiques. Alors, je voudrais que vous compreniez comment les politiques climatiques se sont améliorées de cette époque-là jusqu'à l'accord de Paris. Et il y avait un changement important
du fait que nous avons compris que la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère doivent être équilibrées à des émissions de net zéro. Pourquoi est-ce que cela est important? Si nous nous fions à ce qui se passe, si nous stabilisons les concentrations de gaz, vous avez ici des points sur cette image que je vous montre. Nous n'avons pas uniquement besoin de réduire les émissions à zéro, mais il s'agit juste d'une expérience. Et après 70 ans de cette expérience, vous essayez de faire quelque chose de différent. Je suis sûre que la question est de savoir qu'est-ce qui se passera. Alors, si tout ce que nous faisons, c'est de réduire les émissions, c'est-à-dire si vous vous fiez aux flèches bleues, on pourra stabiliser les concentrations du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et cela permettra d'équilibrer les énergies et les températures continueront de s'élever et continueront pendant un bon bout à des niveaux inconnus et si tout ce que nous avons à faire, c'est de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, alors les températures vont s'arrêter. Dans le cas contraire, si nous réduisons les énergies, je veux à présent que vous vous focalisiez sur les lignes. Vous pouvez voir que nous avons les émissions dans l'atmosphère et pour jusqu'à 70 ans, nous pouvons réduire ces émissions à zéro. Nous pouvons à présent voir que la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère demeure stable et l'énergie qui n'est pas équilibrée. Et ceci est assez pour maintenir les températures à un niveau stable pour ne plus affecter les systèmes du climat. Et pour maintenir encore les températures à un niveau bas, nous devons enlever le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Et ce sera facile de réchauffer la température. Je suis heureux que mes diapos soient présentés à l'écran. Alors, ces résultats, le fait que si nous voulions arrêter le réchauffement, nous devions maintenir la température à net zéro, cette idée est arrivée dans les années 2000 et en 2009, il y avait plusieurs publications qui ont été faites et ces publications ont atteint une même conclusion sur la réduction du dioxyde de carbone, ce qui signifie que la quantité de dioxyde de carbone rejetée dans l'atmosphère doit être maintenue comme au niveau pré-industriel et que les températures continueront de s'élever jusqu'à ce que nous réduirons nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a également un article qui a été publié et l'image en jaune montre que les émissions vont très rapidement, s'élèvent très rapidement et la ligne orange montre que nous pouvons réduire les températures facilement de 10% par an uniquement s'il y a une réponse économique. Et si nous mélangeons tous ces trois profils, nous dirons que la zone jaune que vous voyez, c'est la même chose et elle est au-dessus de la ligne bleue. Et ceci, c'est dans le même niveau. Et si vous voyez la zone en dessous, ce qui signifie que
la quantité totale du dioxyde de carbone est pareille dans ces trois scénarios, alors nous arrivons enfin à la même température. Et ceci a besoin des politiques pour tous les processus de COP. Ceci qui signifie que le CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère, par exemple au Royaume-Uni, dans les années 2000, sera peut-être équivalent à ce que les autres pays auront rejeté. À chaque fois que les pays rejettent la température, rejettent les CO2, cela a un impact sur le changement climatique. Et je suis sûre que c'est quelque chose dont nous parlerons lors de cette formation. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter le réchauffement planétaire? Nous avons besoin de net zéro en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Et le GIEC l'a également mentionné et vous voyez en orange le CO2 rejeté sous les politiques, ce qui dit que les politiques actuelles ne font rien pour augmenter l'ambition au-delà des politiques qui sont en cours dans les pays dans le monde. Alors, vous verrez que les émissions ne réduisent pas véritablement. Et comme résultat, le réchauffement continuera parce que le CO2 continue de s'accumuler dans les systèmes climatiques dans le but de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius. Nous avons besoin de réduire les émissions immédiatement pour atteindre le net zéro dans la moitié de ce siècle. Cela a été reconnu dans l'accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 degré, qui est l'ambition la plus ambitieuse de l'accord de Paris pour réduire les risques du changement climatique et plus particulièrement pour les systèmes vulnérables. Nous devons travailler davantage pour rapidement réduire les émissions pour atteindre le net zéro d'ici 2050. Et cette reconnaissance que le 1,5 degré signifie que ce qui a été reconnu dans l'accord de Glasgow en 2021. Avec cette ambition de réduire les dioxydes de carbone, nous devons également réduire les émissions de méthane. Il y a plusieurs autres choses, mais je me focalise sur les points les plus importants. Mais la différence entre le CO2 et le méthane, c'est que le CO2 s'accumule dans le système climatique et pour arrêter le réchauffement, nous devons maintenir l'objectif du net zéro. Il est vraiment important de réduire le méthane, mais pas forcément d'atteindre le net zéro. Et ce qui permettra de limiter le plafonnement des émissions. Et si le CO2 n'est pas maintenu à net zéro, le réchauffement continuera. Parce que les gens ont mentionné qu'ils font des progrès pour le climat, mais si on ne parvient pas à contrôler le CO2, cela ne sert à rien. Alors, nous avons besoin de nous focaliser et d'augmenter notre concentration sur la réduction du CO2 à net zéro. Alors, nous avons besoin de nous focaliser sur le CO2. Voici la situation actuelle. Nous prenons le carbone de la géosphère, des combustibles fossiles, et nous rejetons ça dans l'atmosphère et cela génère 4 000 tonnes de CO2 par an. Nous prenons la biosphère et les constituants du sol et nous rejetons ça dans l'atmosphère. Et si nous voulons arrêter le réchauffement, nous devons réduire les émissions dans l'atmosphère à zéro. Plusieurs personnes pensent que le net zéro, de cette manière, que si nous
faut arrêter le net zéro, il faut réduire la combustion des fossiles, mais et que cela permettra de réduire l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère. Nous prenons encore du carbone de la géosphère, nous continuons de brûler les combustibles fossiles et nous espérons stocker ce carbone en plantant les arbres et en stockant les écosystèmes pour parvenir à un équilibre. Il ne s'agit pas ici d'une situation durable. Nous ne pouvons pas planter les arbres pour toujours. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et arrêter le réchauffement planétaire, autant pour moi, nous avons besoin de prendre en compte ces trois sphères. C'est-à-dire, nous devons nous assurer que nous remettons le carbone dans la biosphère et nous assurer que nous n'utilisons pas de combustibles fossiles. Il est également important de noter que même au moment du net zéro, il y aura beaucoup de CO2 qui retournent dans la biosphère à cause de nos émissions passées. Nous avons besoin de la biosphère pour nous relancer. Nous avons besoin du CO2 que nous avons enlevé de la biosphère pour parvenir à nos objectifs. Dans le but d'arrêter que les combustibles fossiles n'affectent l'atmosphère, nous devons arrêter d'utiliser tous les éléments qui constituent le CO2, par exemple le charbon et tous les autres éléments. Nous devons remettre le CO2 d'où il vient et le stocker. C'est à ça que l'on renvoie quand on parle du net zéro géologique. Nous devons reconnaître le besoin du net zéro géologique et il s'agit d'une bonne opportunité pour la COP 28, pour les jeunes, de parler du net zéro géologique afin de gérer nos planètes de façon durable. C'est ce dont nous avons besoin pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris. Ce sont des moyens ici qui présentent le besoin de maintenir les températures à un niveau acceptable. Et vous verrez que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, le plus important, c'est de brûler moins, de réduire la quantité du CO2 que nous produisons des combustibles fossiles en particulier, mais nous avons également besoin d'augmenter le niveau auquel nous stockons le CO2. Si je vous parle de 2009, l'année où nous avons découvert le 9.0, c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté cette diapo, parce qu'à ce moment-là, nous avions encore du temps pour arrêter les combustibles fossiles et d'arrêter d'utiliser entièrement les combustibles fossiles. Nous avions encore du temps à ce moment-là et nous avons déjà nous avons rejeté 3 milliards de CO2 dans l'atmosphère. Nous devons arrêter d'utiliser les combustibles fossiles. Il est tard, nous brûlons plus de combustibles fossiles. Alors, nous devons augmenter le stockage du combustible, du CO2. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, vous pouvez comprendre que nous avons besoin d'une transition. Nous avons besoin d'enlever le CO2 de l'atmosphère à cause de nos actions passées. Les nations ne nous permettent pas
d'atteindre le net zéro géologique. Nous avons besoin d'un certain équilibre en rejetant, en enlevant, en essayant de réduire le CO2 de l'atmosphère. Le net zéro géologique a besoin d'être pris en compte pour atteindre l'objectif du net zéro. Le seul scénario dans lequel nous n'augmentons pas le stockage de carbone sont ces zones-là dans lesquelles, cette période-là dans lesquelles nous réduisons nos capacités de consommation d'énergie de 30%, parce que cela ne se passe pas encore maintenant et nous avons besoin d'augmenter notre capacité pour nous débarrasser du CO2. Et je pense que je suis très heureux de discuter de ce sujet avec vous, les jeunes, qui pourraient présenter ces points lors de la COP et d'expliquer véritablement lors de la COP d'où est-ce que viennent ces combustibles fossiles. Comment arrêter le combustible fossile en 3 étapes? Je vais présenter l'étape la plus facile. Nous avons besoin d'arrêter le réchauffement climatique causé par le méthane et les aérosols. Nous pouvons le faire, nous pouvons réduire les émissions de méthane et en même temps que nous réduisons l'émission des aérosols, je ne l'ai pas mentionné, et la pollution est associée à cela, y compris la combustion des combustibles fossiles. Alors, nous devons réduire la pollution et ceci voudrait dire que nous devons réduire le méthane pour arrêter le réchauffement planétaire. Pour parvenir à cet objectif, nous avons d'une réduction légère de moins de 3% par décennie. Nous avons besoin d'arrêter les émissions de CO2 et du N2O dans l'utilisation des sols. Nous devons arrêter, nous ne devons pas permettre les combustibles fossiles causent le réchauffement climatique et pour y parvenir, il faut que chaque personne continue de vendre les combustibles fossiles pour une disparition permanente de tous les CO2 générés par les activités et les produits. Nous devons prendre la responsabilité de tout ce que les activités génèrent. Nous pouvons commencer cette discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était une très bonne présentation. Vous ne savez peut-être pas, mais Miles est mon chef chez Oxford, un ex-CEO. Il y avait des commentaires dans le chat. Vous avez dit qu'il est super. Et oui, moi, j'ai même le privilège de travailler avec vous. Alors, quelques clarifications étant donné les questions dans le chat. Alors, d'abord, vous allez recevoir les diapos. Miles l'a déjà dit. Vous allez recevoir une copie des diapos après l'événement. Et sur YouTube, il y a des personnes qui demandent quelle est la différence entre l'appel sur Zoom et YouTube. La seule différence, c'est que Zoom est pour les personnes qui ont besoin de l'interprétation en direct. Nous avons l'interprétation vers le français, l'espagnol et le portugais. C'est pour cela que des personnes sont sur Zoom. Espagnol et en français. Tout est diffusé sur YouTube aussi. Donc, il n'y a pas de différence entre les plateformes. Si vous regardez en anglais et nous utilisons menti.com pour des questions, je vais je peux vous partager. Alors, menti.com et j'ai mis le code dans le chat 518959006. Mais ne vous préoccupez pas, ce sera indiqué une autre fois, partagé une autre fois. Alors, Miles, nous avons autant de questions dans le chat. Nous avons toujours moins de temps, donc je voudrais commencer par 2 questions. Premièrement, comment est-ce que nous pourrions atteindre le zéro net géologique de manière durable grâce aux technologies de capture et de stockage du CO2? Est-ce que ces technologies sont disponibles facilement? Quels sont les risques?
Alors, je pense que c'est Je pense possible. que nous pouvons le Nous, faire. alors les participants de cet appel Les ne personnes qui sont peuvent pas pour le connectées moment, ici mais le présentes monde pourrait le faire. Et les organes doivent comprendre que les qui entités dans le monde ont ont la les technologie pour le faire sont technologies les pour le entreprises faire. difficiles. Ils Ils prétendent comprendre affirment comment il est qu'ils possible savent de le faire, mais le ce n'est faire et pas qu'ils sauraient le exactement ce faire. qu'ils sont en train Et de je faire. crois, en fait, parce que c'est eux qui ont les expertises. Mais Mais ils ils n'ont pas attendent à quelqu'un d'incentivation à la faire. d'autre. Ils Ils attendent attendent quelqu'un d'autre à pour ce faire que le travail et c'est quelqu'un la raison pour laquelle vienne les jeunes dans le monde sont nettoyer importants. leur Les ranger leur entreprises chaos. Alors, qui cette se font industrie du fait profit, déjà des profits environ énormes, 67% de quelques l'économie pourcents mondiale du profit du monde entier. et Alors, l'année ce dernière, sera leur chiffre d'affaires, c'était 13 important d'arrêter billions le et la réchauffement moitié, c'est du planétaire profit maintenant. à peu près. Alors, pourquoi est-ce qu'ils Les gens n'utilisent ne se pas leur posent argent pas la pour question de savoir réparer pourquoi les l'argent, les dégâts de profits qu'ils leur se font, ils ne l'utilisent pas à bon escient. produits? Alors, il s'agit d'une industrie innovante. S'ils devaient Si enlever le CO2 on pour continuer leur business, je imposait pense aux qu'ils le entreprises feraient. Mais de réduire les émissions pour de le savoir, CO2 pour il pouvoir faut se faire leur donner des des profits, ordres. je suis sûre que plusieurs Merci personnes beaucoup, seraient Miles. d'accord. Alors, je suis tout à fait Merci d'accord. beaucoup, Mike. Je suis d'accord Tout à avec fait d'accord sur vous le et en profit particulier et sur comment comment est-ce ils que les devraient les entreprises devraient utiliser. utiliser Alors, il y a leurs beaucoup de profits. parlants d'espagnol et de portugais sur YouTube qui voudraient avoir l'interprétation. Alors, oui, c'est quelque chose qu'on peut C'est faire pour la prochaine fois. Alors, Nous nous avons donné les avons liens aux partagé les personnes qui les liens ont aux demandé personnes sur le qui formulaire. l'ont Alors, à partir de demandé. la Vous semaine pouvez suivre prochaine, dans vos euh, langues alors, envoyer un email de préférence. Global Youth Climate Training. La Alors, il y prochaine a une session adresse qui se email. tiendra le Euh, 17 alors, mars, vous pourrez il y a suivre beaucoup ça de dans questions vos et différentes je serai langues. très content de répondre aux questions par email après. Je vais passer la Alors, parole il y a au beaucoup plus de questions qui vont arriver, je prochain pense. orateur. Alors, il y a encore Je vous 100 remercie. à peu près. Et puis, une annonce. Je pense qu'il y a des problèmes avec le formulaire, avec la liste de présence. On est en train de voir comment ça marche. Alors, nous partagerons un formulaire avant la fin de la session qui serait le bon formulaire. Alors, merci beaucoup pour votre patience. Alors, Miles, une dernière question de notre part avant de dire au revoir. Alors, des chercheurs disent que le zéro net en 2050, c'est trop tard. La limite devrait être 2040. Alors, est-ce qu'on peut vraiment attendre jusqu'en 2050 pour le zéro net? Les scénarios que je vous ai montrés sont pour le zéro net mondial. Ce ne serait pas juste si chaque pays devait atteindre le zéro net en même temps, parce que, comme j'ai souligné, mon pays, le Royaume-Uni, met du carbone depuis presque 100 ans plus que n'importe quel autre pays presque. Alors, nous avons causé beaucoup plus de ce changement. Donc, en tant que pays riche, ça aurait beaucoup de sens si nous atteignions le zéro net beaucoup plus tôt que d'autres pays qui commencent leur voyage de développement. Alors, le zéro net en 2050 pour le monde serait un cible ce qui serait excellent, qui limiterait le réchauffement à près d'1,5 degré, peut-être pas 1,5 degré, mais pas trop loin. Et ça correspondrait à la formulation de l'accord du Paris. Donc, le zéro net mondial en 2050 serait un accomplissement énorme. Mais ça veut dire que les pays industrialisés devraient avoir un objectif bien avant 2050. Oui, je suis d'accord. Le Royaume-Uni devrait guider. Merci beaucoup, Miles. J'apprends beaucoup de toi toujours. Merci beaucoup pour ton temps. Et je voudrais juste finir en disant que le Royaume-Uni pourrait être un leader, mais l'industrie qui gagne autant d'argent devrait aussi faire preuve de leadership. Alors, merci beaucoup, Miles. Merci beaucoup.
d'avoir donné autant de temps à notre programme. Maintenant, nous avons une intervention passionnante d'Awa Ndiaye qui va présenter sa poésie. Elle est poète, oratrice, conteuse, animatrice et praticienne de la durabilité et de l'action climatique. Avec une formation d'ingénieur et une maîtrise en changement environnemental et gestion de l'environnement d'Oxford, elle tisse les filles de son éducation. Alors, de son éducation formelle, de son travail, de son expérience vécue et de son art de manière unique pour faire avancer ses nombreux intérêts, y compris la justice climatique. Elle a énormément de talent. Ces mots sont un don pour le monde. Elle les utilise pour nous rappeler que le changement climatique ne nécessite pas seulement le travail de nos mains, de nos esprits, mais aussi celui de nos corps. Alors, elle est une amie très proche de moi et j'ai hâte d'entendre sa poésie et je vais mettre un lien aussi dans le chat pour que vous puissiez lire plus de son travail. Salut tout le monde, merci beaucoup pour cette introduction si généreuse. Alors, je vais partager quelques points avec vous. Alors, d'abord, qui est le nous? L'Anthropocène, du grec anthropos, être humain, et kairos, nouveau. Il est l'ère actuelle dans laquelle nous avons un impact si profond sur la Terre que nous avons perturbé certains des processus naturels qui touchent nos perspectives de survie. Elle est la 6e extinction de masse. Des dizaines d'espèces disparaissent tous les jours. Nous poussons des écosystèmes entiers à l'effondrement. C'est une rupture, une séparation, un rapport de domination que nous avons établi entre nous et la nature. L'urgence de notre ère, la responsabilité morale d'agir au nom des générations futures. Mais c'est aussi pourquoi nous vivons beaucoup mieux aujourd'hui que jamais. Nous vivons beaucoup mieux aujourd'hui que jamais. Mais dites-moi, s'il vous plaît, qui est ce nous? Est-ce que c'est celui qui a peur que sa fille pourrait ne jamais voir un élan ou connaître le son d'un colibri ou vivre un safari? Ou est-ce que c'est celui qui a peur de ne plus pouvoir sortir sa voiture ou aller en vacances? Celui qui craint qu'il n'y aura pas assez d'eau pour garder la pelouse verte? Ou celui qui est terrifié d'être noyé par des vagues de migrants qui volent les emplois? Est-ce que le nous, c'est celui qui appelle tout ça, tous nos problèmes un complot? Vous l'appelez l'Anthropocène, une ère pendant laquelle nous avons eu un effet si profond sur la Terre. Vous l'appelez la destruction. Est-ce que c'est pourquoi vous entendez l'écho du cri de mes ancêtres? Vous voyez finalement les ruines d'une civilisation entière qui a été décimée. Vous l'appelez la rupture, une séparation entre les êtres humains et la nature. C'est pourquoi je ne peux pas m'approcher de l'eau, encore moins boire de l'eau ou manger les poissons. Pourquoi je dois faire travailler l'imagination quand ma grand-mère me rappelle des jours où le fleuve n'était pas noir? Vous l'appelez la responsabilité morale d'agir pour les générations futures. Mais qui porte la responsabilité d'agir au nom de ma génération? Vous l'appelez la 6e extinction de masse. Mais est-ce que j'ai été classifié comme en voie de disparition aussi parce que mon peuple et ma culture disparaissent depuis des siècles? Vous l'appelez la raison pour laquelle nous vivons mieux que jamais. Mais dites-moi, s'il vous plaît, qui est ce nous? L'Anthropocène, l'ère dans laquelle nous avons un impact si profond sur la Terre que notre perspective de survie pourrait être compromise. C'est la rupture entre mes actions et leurs conséquences. L'urgence à laquelle nous ne pourront peut-être pas agir avant que je ne sois effacé. L'ironie que je serai d'abord englouti par la Terre, la destruction des alternatives, la difficulté de choisir entre mourir de faim aujourd'hui et s'empoisonner demain, le faillite qui veut dire que je ne peux pas penser en années, encore moins en générations. C'est la responsabilité morale que mes épaules doivent porter pour protéger la nature. C'est l'inconscience qui me rend invisible sur la carte sur laquelle le nous entoure des zones inhabitées pour la conservation. Je l'appelle l'Anthropocène, l'ère dans laquelle nous avons un impact si frappant sur la Terre qu'il est probable que je disparaisse avant que l'on ne fasse quoi que ce soit. Mais dites-moi, qui est le nous? Et demandez-leur. Je veux des options, s'il vous plaît. Alors, ça, c'était la première poème.
Ça, c'était le premier poème. Et puis, le deuxième, c'est la terre sous nos pieds. Je portais des baguettes grises, les baskets grises avec des bandes noires et des lacets noirs mal attachés. Je courais chez moi, de l'école, vers ma grand-mère. J'ai dit, grand-mère, ma prof m'a dit que la terre est en train de changer. Mamie, il a dit qu'on ne le voit pas, mais il y a du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Il a dit qu'il y en a plus, qui fait plus chaud, que le printemps arrive plus tôt. Mais c'est vrai, mamie, la Terre est-elle vraiment en train de changer? Et elle dit, j'ai senti la sécheresse de la terre sous mes pieds. Elle craquait. J'ai senti la chaleur de la terre sous mes pieds. Elle brûlait. J'ai senti la terre creuse. J'ai senti l'écho amplifié de chaque pas. J'ai senti l'effritement doux sous mes pieds. J'ai senti la terre qui se détachait sous mes pieds. Elle était stérile. J'ai senti l'odeur de la terre sous mes pieds et le flair inodore du plastique. La terre infusée de métaux lourds avec une note boisée de mercure, puis une note douce de plomb et un soupçon d'arsenic. J'ai senti la terre qui tremblait doucement sous mes pieds. Elle m'a presque étouffé. Son haleine était lourde. Je l'ai vu pleurer des larmes noires. Je l'ai senti, j'ai senti l'odeur de sa fumée qui montait jusqu'aux étages. Je connais la terre sous mes pieds. Elle est une femme vieillissante. Son métabolisme ralentit. Ses cheveux verts tombent lentement, mais je l'ai senti murmurer sous son souffle que la vieillesse n'est pas pour les faiblards, mais elle est nostalgique. Elle commémore le bon vieux temps en dispersant les cendres d'arbres incinérés dans sa cour. Mais elle adore la nourriture. Même s'il est rassasiée, elle ne peut pas s'empêcher de grignoter des chips de pollution. Elle n'a jamais appris sa leçon. Elle a un faible pour les plats piquants, même si elle souffre de reflux d'acide. Sa sauce piquante préférée, c'est le dioxyde de carbone et elle en met sur tout, même si elle sait que ça fait souffrir son estomac bordé de corail. Elle est forte. Quand elle est lasse de l'hiver, elle enlève simplement son manteau blanc et fait semblant qu'il est le printemps. Elle, elle est une vraie femme, en particulier quand on porte ce gai parfum du printemps qui arrive tôt. Elle est une femme vieillissante. Mais quel esprit! Je connais la terre sous mes pieds. J'ai senti son odeur. J'ai vu la terre. Je l'ai entendue. Je l'ai touchée. Et elle est en train de changer. Donc, j'ai demandé à mamie, mamie, tu penses que je ne le sens pas? Je ne le sens pas parce que je ne marche plus jamais à pieds nus? Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé ton art incroyable. Alors, je le regarde sur YouTube, il y a autant de personnes qui disent qu'ils sont si touchés par tes mots. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ça avec nous, de nous avoir donné l'art qu'il nous faut dans ce mouvement. Alors, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le mouvement pour le climat, mais en particulier pour avoir partagé ton cœur et ton art. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons faire une pause de 5 minutes. Alors, si vous pouvez revenir dans 5 minutes, ce serait bien. Alors, faites une petite pause, prenez l'air, prenez de l'eau, bougez vos corps et puis on reviendra dans 5 minutes pour entendre ce que Maria Lemos González a à nous dire. Merci. Thanks, everybody. Nous sommes de retour. Est-ce que nous pouvons passer à la prochaine diapo?
Awesome. Thanks so much. So I hope everyone had a little break. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde a eu un moment de détente. Peut-être que vous avez eu un petit temps avec votre chien. J'espère que vous avez pu prendre de l'énergie. Nous avons un petit travail pour vous. Et avant de passer à la prochaine présentation, nous avons 10 minutes pendant lesquelles vous devez réfléchir sur ce que vous venez d'écouter des cours de maïs et peut-être chercher quelqu'un à qui expliquer ce que vous avez to share with. And afterwards, we want you to record how you managed to interpret dit Dr. des questions du net zéro, minutes pour vous préparer préparer et 5 minutes pour partager avec nous. Everybody, we're going to keep this slide up and give you a bit of time to do this. So you have 10 minutes. So we'll meet back here at 5:17 UK time. And we look forward to seeing what you contribute. Pas prendre plus de temps, c'est juste une manière d'assimiler les cours qu'a présenté Maïs, d'essayer de résumer les principaux points et de comprendre ce à quoi renvoie 1,5 degré. Vous pouvez essayer de partager cela avec quelqu'un près de vous à la maison, comme je l'ai dit. Et si vous voulez partager sur les réseaux sociaux, ce serait bien. Et si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Nous vous avons accordé ce temps pour essayer de mettre ce que vous avez appris en vos propres mots. Et on espère que cela vous permettra d'améliorer votre travail. Nous allons passer à l'intervention de Gloria et merci beaucoup à vous. Perfect. And coming back, here we are. So was a good time for Je suis reflecting. de retour. C'était un bon moment pour réfléchir à ce que nous avons appris de la présentation de Miles et ces informations importantes qu'il avait à nous partager. À présent, nous allons vous présenter Maria Gonzalez. Bienvenue. Maria, c'est une négociatrice du climat en Colombie et elle fait partie du groupe de négociation sur le programme des Nations Unies. Elle a un master en politique publique et un master en gestion de l'environnement et du climat. Elle travaille au WER et elle fait partie d'un consortium de jeunes et elle se focalise particulièrement sur les COP, plus particulièrement la COP 27, la COP la plus récente. Elle
elle se focalise présentement sur ce qui va se passer à la COP 28. Mon anglais n'est pas parfait. J'ai essayé de vous présenter qui elle est. Je vous remercie. Bienvenue, Maria. Comment vas-tu? Présente-nous ce à quoi nous attendons une planète bleue. Merci beaucoup, Augustin. Merci pour l'invitation. Je suis heureuse d'être ici et je suis contente de partager mon écran avec vous. J'espère que vous pouvez le voir. Parfait. Je vais commencer. Je vais mentionner que nous avons un agenda cette présentation. Nous allons parler des traités. Qu'est-ce que la COP? Pourquoi est-ce que les COP sont importants? Nous allons parler des idées qui se cachent derrière. Nous allons parler des messages importants de la COP 26 et de la COP 27 et de la marche à suivre pour la COP 28. Suite à la présentation de M. Mal, je pense qu'il est important de parler des traités. Nous avons un traité qui est la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique adoptée en 1992 avec pour objectif de stabiliser les concentrations dans l'atmosphère. Nous avons eu un autre traité qui a été adopté par la Convention cadre des Nations unies et il s'agit du protocole de Kyoto adopté en 1996 avec une approche différente. Elle dit que ce que nous avons à faire, c'est que les 37 pays et les économies qui ont émis le plus ont besoin de se fixer des objectifs pour réduire les gaz à effet de serre. Et ce protocole avait pour but d'engager ces 37 pays, de se fixer les objectifs pour ces 37 pays. Et c'est ce en quoi il est particulier. Nous avons un troisième traité. Un c'est une convention, un autre, c'est un protocole et un autre, c'est un traité sous la loi internationale. Et nous avons l'accord de Paris qui est focalisé sur la mitigation, sur l'atténuation, autant pour moi. L'atténuation qui est de maintenir les températures moyennes, comme l'a mentionné le professeur Miles. Nous avons également la notion d'atteindre de parvenir à un équilibre. Mais l'accord de Paris va au-delà et nous explique que nous avons besoin d'une cible pour le financement et l'adaptation en plus de l'atténuation. Nous avons 3 objectifs à long terme. L'un concerne l'atténuation, l'autre nous explique que nous avons besoin d'augmenter notre capacité à nous adapter, augmenter notre résilience et en troisième, nous avons besoin des flux financiers consistants, augmenter le financement et les flux financiers pour l'adaptation et l'atténuation, que cela est également important pour atteindre les objectifs. Et ceci est important parce que nous avons une nouvelle approche à ce niveau, parce que nous voyons comment notre notion a changé pendant les années avec les informations que nous avons reçues. Je viens de recevoir un message selon lequel je parle vite. Je vais parler un peu plus doucement. À présent, nous parlons du sujet de la COP. Qu'est-ce que la COP? Pourquoi est-ce que c'est important? La COP, c'est l'organe des décisions de la Convention et comme je l'ai mentionné, nous avons 2 autres traités. Nous avons l'équivalent de la COP qui est le protocole de Kyoto. Nous avons l'accord de Paris également et ces 3 s'assurent de la mise en œuvre de ces 3 traités et ils prennent également des décisions pour la mise en œuvre de ces décisions.
Et cela est important parce que pour la plupart d'entre nous qui avons déjà assisté au COP, nous voyons beaucoup de sujets qui sont à la table. Alors, qu'est-ce qui se passe à la COP? Nous avons trois choses principales. Nous avons des négociations, ce qui signifie que nous avons la COP, la CMP, la CMA au même moment. Nous avons également des réunions particulières telles que le SBI et le SBSTA. Et nous avons 5 réunions différentes qui se tiennent à la COP. En plus, nous avons des plénières, des sessions d'ouverture, des sessions de clôture. Pendant la COP, nous avons des groupes de contact qui ont des rencontres spécifiques et avec des ordres du jour spécifiques de tout ce qui se passe avec les parties. Nous avons également les parties qui se rencontrent avec des acteurs informels et formels pour négocier. Et à la fin de ces discussions, nous avons des décisions et le but à la fin, c'est toujours de prendre des décisions. Nous pouvons avoir des décisions thématiques ou alors des décisions de couverture. On peut également avoir des agendas d'appel. Nous pouvons avoir également des sujets peut-être qui n'ont pas été discutés, peut-être en relatif aux combustibles fossiles. Pour également discuter des subventions des combustibles fossiles, entre autres. Mais nous avons également plusieurs autres événements qui se tiennent, c'est-à-dire des expositions, des événements parallèles. Nous avons également des espaces politiques, comme nous avons vu, des partenariats, des déclarations. Alors, nous avons plusieurs événements qui se tiennent à la COP. À présent, ce que vous voyez sur l'écran, c'est les périodes Calendrier des dernières COP. c'est- Et vous aurez les éléments clés, notamment la convention du protocole de Kyoto en 1997 et sa première réunion en 2005. Il y a tellement d'histoire derrière cet événement. Nous avons également eu en 2010 la COP de CMP pour l'établissement des accords où les pays développés se sont mis d'accord à donner 100 milliards de dollars aux pays en développement. Et cela permet également d'établir le Fonds pour le climat qui est le principal fonds pour les actions d'adaptation et d'atténuation. Nous avons également l'accord de Paris en 2015. En 2018, l'accord de Paris s'est mis d'accord sur un règlement ou alors un livre de règles. Le règlement nous informe sur le comment. Alors, ceci est vraiment important parce que ce livre va dans les détails de toutes les associations pour que nous puissions avoir une certaine transparence et nous pouvons avoir tout ce qui est ici présent dans le règlement de 2015. Lorsque le règlement a été terminé et achevé en 2021 et à Sharm el-Sheikh également, nous avons un accord historique pour les pertes et les dommages. Nous savons déjà que plusieurs choses se passent pendant la COP.
Nous avons la zone bleue et la zone verte. La zone bleue, c'est le lieu où se déroulent les négociations. Nous avons les bureaux des pays, les bureaux nationaux, nous avons des pavillons et des présentations officielles. Nous avons les événements parallèles. Et pour cette zone bleue, vous avez besoin des badges pour y faire part. Une carte comme ce que je viens de vous présenter à l'écran. Pour la zone verte, vous n'avez pas besoin de badge. Et ici se tiennent des événements parallèles et des présentations. C'est toujours bien de savoir sur à quoi renvoie. Vous avez les différentes couleurs en fonction des différents badges. Vous avez un pour les médias, un pour les observateurs et certaines négociations sont ouvertes à tout le monde où vous n'avez pas besoin, et pour y participer, vous avez besoin d'un badge. As a standalone, they negotiate in groups. And this is a bit overwhelming, but just bear with me. Les partis négocient dans les groupes, pas indépendamment. C'est un peu compliqué, mais essayez un peu de suivre au moins. Alors, je pense que le message principal, c'est que la distribution n'est pas principalement géographique, à l'exception du groupe africain et de l'Union européenne. Ils négocient en tant que continent, mais par exemple, les îles ont des représentants des Caraïbes, du Pacifique, etc. Et le deuxième point important sur ces diapos, c'est qu'il y a le groupe 77 et la Chine. Alors, je viens d'un pays G77, donc c'est pour cela que je voulais les mentionner, mais aussi parce que tous les pays en voie de développement, les 134 pays en voie de développement font partie de ce groupe. Alors, quand le G77 et la Chine parlent en tant que groupe, c'est un mouvement très puissant. Nous avons vu, par exemple, lors de la dernière COP, quand la G77 et la Chine sont réunis, leur position avait un rôle clé pour se mettre d'accord sur le fond pour les pertes et préjudices. Alors, quand ces groupes se réunissent, il y a des choses importantes qui se passent. Alors, maintenant, un petit aperçu de l'accord de Paris. C'est un traité pionnier pour plusieurs raisons. Je veux en souligner deux que je considère importants. Premièrement, son architecture unique. Nous avons trois objectifs à long terme. Mitigation, adaptation et finance, premièrement. Mais en apprenant du passé de Kyoto, ils ont décidé de fixer ces trois objectifs à long terme, mais ils n'ont pas dicté aux pays quelles seront les objections d'atténuation ou de réduction des émissions. Non, il incombe aux pays de faire savoir quelles seront les contributions qu'ils vont faire. Les contributions déterminées au niveau national, CDN, qui doivent être remises tous les 5 ans. Parce que l'accord de Paris reconnaît aussi qu'il s'agit de plus de la soumission de contributions à court terme. Les pays sont invités à soumettre des stratégies à long terme jusqu'à 2050. Ils peuvent dire quelles ressources il faut et quel plan d'action ils suivent pour atteindre le zéro net en 2050. Les CDN sont une obligation, mais les stratégies à long terme sont une invitation. Donc, j'essaie de vous montrer comment tout est imbriqué. Et puis, l'accord de Paris a un mécanisme d'ambition qui comprend plusieurs éléments. Des accords de transparence qui faisaient déjà partie de la Convention avant.
l'accord de Paris, mais ceci est amélioré et élargi. Tous les pays doivent rendre des comptes, puis il y a un bilan mondial et puis il y a des dispositions de conformité. C'est l'un des éléments principaux qui le rendent un traité pionnier. Puis la différenciation. Il s'agit des émissions historiques, un sujet dont le professeur Miles a parlé. Les pays disaient cet enjeu, les changements climatiques, ont un impact sur nous tous, mais certains pays ont contribué plus que d'autres à causer des problèmes. Donc, c'est reflété par le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités différentes respectives. Donc, ça reconnaît que les capacités et les circonstances des pays sont différents. Le protocole de Kyoto a mené beaucoup de différenciation, mais l'accord de Paris a pris une approche différente. Tous les objectifs doivent être remplis à la lumière du principe, mais nous reconnaissons que tous les pays doivent contribuer. Si on est développé ou on voit des développements, on doit quand même contribuer. À part pour les dispositions qui concernent la finance, qui suivent quand même le principe de la responsabilité commune, mais différenciée très strictement. Alors, c'était la première partie. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie sur les COP 26, 27 et 28. Mais avec ces informations que vous avez reçues, j'aimerais bien que vous réfléchissiez à quelques questions. Quelles sont les forces et les faiblesses de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique? Qu'est-ce que la Convention peut faire et ne peut pas faire? Comment est-ce qu'elle peut être améliorée? Quels sont les autres espaces pour traiter les changements climatiques? Qui permet, prise ou bloque les accords? Comment est-ce qu'on peut aider à avoir une influence? Ou comment est-ce qu'on peut façonner ces espaces? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu? Et quelles sont les causes sous-jacentes du changement climatique? Où est-ce qu'elles sont traitées? C'est quoi le rôle de l'industrie qui mène ces discussions? Qui est dans la sellette? Alors, je vous invite à réfléchir indépendamment. Je n'ai pas tout le temps, je vais passer à la prochaine diapo. Alors, la COP 26, il y avait sur l'ambition et la transparence de bons résultats, des enjeux qui n'étaient pas sur l'ordre du jour. Et puis, il y avait des résultats sur l'adaptation, les pertes et préjudices et à la finance qui étaient inclus dans le processus. Alors, l'ambition, c'était clé, c'était la première fois que les énergies fossiles étaient mentionnées. La première fois en 30 ans de COP. C'était impressionnant qu'on ne l'avait pas fait avant, mais ce n'est pas aussi bien qu'on aurait pu faire. Et on ne parlait pas de sortie, mais d'une réduction des énergies fossiles et une sortie seulement des subventions inefficaces des énergies fossiles. Donc, c'est important de reconnaître quel langage spécifique est utilisé. C'est un langage qui crée les bases juridiques. Moi, j'ai étudié le droit, en fait, pour les décisions faites. Et ce langage est important pour demander des comptes aux pays et pour fixer les mesures. Donc, il est très important que les pays prennent des mesures sur le méthane, pas seulement sur le CO2, parce que le potentiel de réchauffement du méthane est très élevé. Et un programme de travail sur la mise en œuvre
et le développement de l'atténuation a été mis en place en se concentrant sur le rôle des énergies renouvelables et des énergies fossiles. Alors, il y avait pas beaucoup de travail par la suite sur le développement de l'atténuation, mais ça a été créé. Puis, il y a été du travail pour compléter le recueil de règles de Paris avec des règles sur article 6 des marchés de carbone et un calendrier commun pour la soumission des contributions nationales. Puis, il y avait des annonces sur les villes, l'énergie, la finance, l'industrie et de plus en plus lors des COP. Alors, dans les exhibitions et les événements en marge de la conférence, il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui participent et aussi le secteur privé est présent. Et ces deux secteurs sont importants pour mener cette transition. Puis, il y avait une annonce, comme j'ai dit, sur les pertes et préjudices et la création d'un programme de travail sur l'adaptation pour atteindre l'objectif mondial. Et concernant la finance, un plan de travail était établi pour fixer un nouvel objectif mondial sur la finance. Avant, l'objectif, c'était 100 milliards qui était valable jusqu'en 2025 et à partir de 2025, nous avons besoin d'un nouvel objectif. Donc, en 2024, nous devons nous mettre d'accord sur un nouveau cible. Alors, jusqu'ici, les pays n'ont pas fourni les 100 milliards et il y avait du langage problématique aussi parce que l'objectif n'a pas été atteint. Donc, la COP 27, la société civile joue un rôle clé. L'établissement du fonds de pertes et préjudices est dû à cette activité. Il n'y avait pas d'article là-dessus dans la convention, seulement depuis Paris, il y a cet article et nous espérons que ce fonds sera bientôt opérationnel pour répondre aux événements météorologiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents. Il est très difficile pour le Sud global d'y répondre, par exemple, aux ouragans et les vies des individus et la nature en sont impactés. Dans la Convention des Nations Unies, il n'y a jamais eu un fonds mis en œuvre pour cela et donc c'est quelque chose de nouveau. Il y a un comité de transition qui va se rencontrer 4 fois cette année pour se mettre d'accord sur le nouveau financement et le fonds dédié. Et le secrétaire général des Nations Unies a invité aussi les chefs des institutions financières mondiales pour qu'elles puissent nous dire comment mieux financer les pertes et les préjudices. Donc, ce qui a été atteint est remarquable. Puis, concernant la finance, il y a du langage qui concerne la réforme de l'architecture mondiale de la finance, qui n'est pas strictement dans le cadre de la Convention. Et il y a une initiative promue par la Première ministre Mia Mottley, communiquée en juillet l'année dernière, qui est un appel aux institutions mondiales comme le FMI et la Banque mondiale pour s'adapter, pour se réformer et pour se mettre au service des objectifs climatiques et de développement. Je pense qu'il y aura une séance spécifique sur la finance parce que c'est quelque chose de très actuel et c'est essentiel pour fournir le financement pour la mitigation, l'atténuation, l'adaptation, les pertes et les préjudices et pour avoir la structure internationale qu'il faut.
Et concernant le nouvel objectif sur la finance NCQG, maintenant vous savez ce que c'est. Alors, la COP a établi un plan de travail pour 2 ans de négociations en soulignant les éléments à discuter, en constatant que nous n'avons pas besoin d'un engagement d'une somme de 100 milliards, 500 milliards, 1 billion. Nous devons parler de la qualité de la finance, des concessions, des bourses, de comment fournir la finance, qui seront les bénéficiaires. Il y a beaucoup de questions, c'est beaucoup plus complexe que seulement fixer un cible qui, de toute façon, reste symbolique parce que les besoins sont très grands. Lors du dernier rapport qui déterminait les besoins, 5,9 billions pour les CND était mentionné comme chiffre. Et puis, il y a un dialogue qui a été lancé sur l'article 2.1c sur la consistance des flux financiers. L'objectif d'augmenter les flux compatibles avec l'accord de Paris et baisser les flux qui ne sont pas compatibles avec Paris. L'ambition. Il n'y avait pas beaucoup de progrès. Il y avait une réitération du langage de Glasgow. Et concernant l'adaptation, l'opérationnalisation de l'objectif mondial sur l'adaptation sera mise en avant avec le développement d'un cadre. Donc, les réponses ne suivent pas le rythme qu'il faut. C'est très procédurier. On a besoin de beaucoup de temps et d'engagement pour s'engager dans ce domaine et le rôle pourtant de la société civile est clé pour rendre du progrès possible. Maintenant, la COP 28. J'ai divisé en 4 points. Les 4 éléments dont on a déjà parlé, en fait. La fin du premier bilan mondial du nouveau langage sur la sortie des énergies fossiles, c'est nécessaire. C'est un moment clé. La présidence représente un pays producteur de pétrole qui est dans une... Alors, les pays sont dans... Alors, le pays président est dans une position clé et il pourrait travailler vers un cible mondial sur la capacité des énergies renouvelables. Nous avons entendu les résultats de la recherche et de l'Agence énergétique mondiale d'IRENA et d'autres agences. Donc, la fin des subventions fossiles à part, il y a beaucoup à faire pour promouvoir les renouvelables. Puis, il y aura un appel aux nouvelles contributions nationales pour 2025 et on a besoin d'index qui répondent à la science, conformes à la science, qui peuvent nous amener là où nous devons arriver. Pour l'adaptation, nous devons nous mettre d'accord sur le cadre, sur le cible mondial, sur l'adaptation. Nous avons créé un cadre, mais nous avons besoin d'un cadre et nous devons fixer les fonds sur les pertes et préjudices. Donc, nous devons lancer et opérationnaliser le fonds sur les pertes et préjudices pour ce COP. Et puis, concernant les finances, nous devons faire du progrès sur les négociations en cours parce que si nous ne faisons pas de progrès sur le nouveau cible collectif et quantifié, ce serait très difficile d'avoir un cible avec tous les éléments qu'il faut l'année prochaine. Et le cible des 100 milliards doit être réalisé et le cible de Paris concernant la consistance des flux doit être réalisée. Puis, les derniers 2 diapos sont sur le bilan mondial. Alors, c'est au centre de l'attention.
c'est l'une des caractéristiques claires, essentielles de cette conférence. Les CDN doivent être conformes aux objectifs de Paris. Donc, nous devons faire le bilan et constater combien a été fait pour y arriver. Concernant l'atténuation, les pertes et les préjudices, tous les éléments de l'accord. Alors, nous espérons qu'avec le premier bilan, nous aurons des informations pour informer les décideurs qui feront les engagements en 2025. Donc, le bilan mondial aura lieu sur 2 ans et est composé de 3 phases. Premièrement, la récolte des données, la préparation des rapports de la société civile, des scientifiques, des différents acteurs sont soumis concernant les contributions, les émissions, les plans nationaux d'adaptation. Et puis, toute l'information sera passée en revue. Ça aura lieu jusqu'en juin. De cette année, c'est la deuxième phase. Et puis, il y aura une troisième phase qui sera conclue lors de la COP 28. Alors, après avoir récolté les informations, après l'avoir analysé, qu'est-ce qui doit être le résultat du bilan? Les pays parleront du contenu du bilan et proposeront des mesures. Mais on regarde vers le futur, pas seulement vers le passé. Nous devons reconnaître les lacunes concernant l'information, la mitigation, l'adaptation, etc. lors de la COP, et nous devons fixer des objectifs concrets. Et concernant les options de mitigation et d'adaptation, nous avons besoin de faits concrets à mettre en œuvre au cours des prochaines années. Nous devons faire des recommandations pour combler les lacunes d'infos et de données, d'améliorer. Nous devons mettre en évidence le besoin d'une responsabilité par les pays et les acteurs, et nous devons mettre en avant les domaines de coopération des pays et des acteurs. Et ça devrait être présent dans la décision du bilan et la décision de couverture du CMA. Il y aura des mesures sur les pertes et préjudices et la finance dans l'annexe technique, et puis j'espère qu'il y aura une déclaration politique des pays qui vont mettre à jour leurs cibles nationaux et fournir les mesures nécessaires pour les changements qu'il faut. Alors, après avoir parlé avec les experts au cours des années, j'ai quelques points à partager avec vous. Vous serez des négociateurs au cours des prochaines années. Je pense que ces informations sont importantes pour vous. Alors, dans les salles de négociation, il faut réfléchir à ces questions. Qui a une voix forte? Qui permet ou bloque les accords? Qui peut faire une vraie différence concernant des impacts positifs, négatifs sur les résultats auxquels on veut aboutir? Qui sont les négociateurs ou qui sont les acteurs avec lesquels on peut parler, qui sont faciles à influencer? Il faut considérer aussi que dans certains espaces, on a besoin des experts techniques, mais dans d'autres espaces, on a besoin des politiques. Et il faut prendre en compte les différents niveaux de décision.
ce serait quoi le meilleur moment pour une victoire spécifique. Nous nous concentrons sur les résultats d'un COP, mais il faut aussi se concentrer sur le processus. Chaque année, il y a des négociations techniques à Bonn en Allemagne, en juin, chaque année. Et parfois, si les négociations à Bonn ne font pas de progrès, il est très difficile de faire du progrès ou d'avoir des victoires, en fait, lors des COP. Puis, c'est quoi la différence entre des résultats qui sont faisables et désirables? Comment est-ce que les résultats désirables peuvent être faisables? Et si ce n'est pas possible, c'est quoi la deuxième meilleure option? Et cibler le plus haut possible, mais réfléchir aussi au résultat le plus haut possible. Et comment est-ce qu'on peut bâtir des partenariats pour atteindre le meilleur résultat? Quels sont les compromis faire entre les priorités de négociation? Dans la finance, c'est quoi le compromis à faire entre le nouveau cible et 100 millions, par exemple? Et quels sont les impacts sur l'adaptation, les pertes et préjudices, l'ambition? Et puis la dernière question, comment puis-je avoir un impact sur le monde réel, quoi que soit le résultat des négociations qui sont importantes parce qu'elles fixent des lignes directrices et des politiques, mais quel que soit le résultat, nous devons faire de la pression en dehors et nous avons tous un rôle à jouer. Et voici quelques ressources additionnelles à consulter. Merci beaucoup. Alexis, tu as la Thank you so much, Maria. I always learn so much every time I interact with you. We only have time for one question, so I'm just going to ask you one question. And then I just want to clarify a few things. Merci beaucoup. Je vais vous poser une question. Je veux clarifier une chose en ce qui concerne le lien pour la participation. Le lien est sur YouTube. Et Et vous pouvez répondre en fonction de l'endroit où vous vous trouvez pour nous permettre de comprendre d'où est-ce que vous répondez. J'ai des annonces après la question. La question est la suivante. Est-ce que les résolutions sont juridiquement contraignantes et comment est-ce que vous pensez que ces résolutions sont effectives ou pas? Sorry, Maria, you just need to come off mute. Oh, thank you. No, I just wanted to thank for the question. It's a very important one. And I Je can see pense many, que cette not question all est of très importante people come et to address j'ai vu specific questions several times. tellement de personnes qui ont voulu répondre à cette question. Bien sûr, ces mesures sont contraignantes et toutes ces conventions sont contraignantes et toutes les décisions qui sont prises sont contraignantes et cela ne veut pas dire que tout ce qui se trouve sous ces décisions sont contraignantes. Cela dépend également de la langue. Alors, il y a une différence entre quelque chose qui dit devra ou doivent. Il y a une différence entre le fait de dire encourager, appelle à, invite à. Cela est uniquement contraignant si on parle de devra ou doivent. Je pense que cela s'arrive à quelque chose. Merci beaucoup, Maria. J'aurais aimé que nous puissions vous poser les questions pendant un long moment. Merci pour votre expertise et d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Sans plus tarder, je vais présenter le dernier message de cette session. Je vais passer à la prochaine diapositive. Merci beaucoup. Alors, la prochaine session que nous aurons, ce sera le 17 mai sur les pertes et les dommages. Nous sommes très contents de pouvoir faire ces cours. Alors, vous pouvez faire des suivis en fonction des emails.
Nous attendons des retours pour cette session et vous avez également les différents orateurs pour la prochaine session. Nous allons vous partager tous les détails et les liens 10 minutes avant, parce qu'aujourd'hui, il y a une petite confusion et chaque session se tient au même moment, 16 heures, temps universel. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour nous assurer que vous ayez toutes les informations à temps. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez interagir entre vous et pour les activités d'aujourd'hui, pour être clair, il n'y a pas de pression à partager ce que vous avez appris. Si vous avez appris quelque chose et que vous voudrez partager, bien vouloir le faire sur Twitter. Si vous voulez peut-être enregistrer une vidéo, vous pouvez le faire et partager ce que vous avez appris aujourd'hui. Également, je voudrais dire merci à vous tous d'être présents à cette première session. Je remercie tout le monde. Merci pour votre présence. C'est un nouveau projet. Merci à notre équipe technique. Nous sommes impatients de rejoindre la prochaine section et nous vous remercions. Je vais passer la parole à Augustin pour le mot final. Merci beaucoup à toute l'équipe qui travaille en arrière-plan pour que ceci soit possible. Alors, vous tous qui m'écoutez maintenant, ce n'est que le début de cette formation exceptionnelle que nous aurons. Ce ne sera pas uniquement une occasion pour vous d'avoir une attestation, mais nous sommes ici tous pour apprendre sur notre futur, sur notre planète net. La nature a besoin de nous et nous avons besoin de la nature. Nous avons besoin de comprendre et d'avoir toutes les informations nécessaires pour nous sauver. Alors, faisons de ça une réalité parce que, comme je le dis toujours, nous sommes une seule planète. Il y a plusieurs pays, il y a plusieurs de religions et de cultures, mais nous tous, nous venons de la nature, nous venons de la terre. Alors, faisons de ceci une réalité. Prenons un moment de respiration, une profonde respiration, un profond soupir pour clôturer. Parce que ce que vous avez appris aujourd'hui, vous pouvez le partager avec vos amis, ceux qui ne sont pas vos amis, ceux qui sont autour de vous. Juste exprimer ce que vous pensez pour un futur meilleur. Je vous remercie. Global Coalition, nous sommes un.